Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Et toi l'artiste, le Corona t'en a fait quoi? Une émission proposée par la team Covid Art, qui vous allez le voir est partie à la rencontre de quelques artistes des Alpes-Maritimes pour recueillir leurs témoignages concernant la crise du Covid-19, la façon dont ils ont géré leur activité face à cette situation sanitaire inédite, et surtout, quels ont été les freins et les opportunités qu'ils ont rencontrés et qu'ils rencontrent encore aujourd'hui. Tout de suite, le sommaire. Pour commencer, vous découvrirez le témoignage de Tini, tatoueur à Grasse, qui nous partagera son quotidien durant cette crise sanitaire. À La Roquette-sur-Siagne, nous sommes allés à la rencontre de Florent Faudella, directeur du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur, qui nous parlera des conséquences de la Covid dans le monde du cirque. Enfin, nous vous partagerons les confidences du groupe niçois WIN, dont les membres nous ont livré avec passion et bonne humeur leurs ressentis face à cette crise sanitaire et comment ils ont adapté leur activité artistique. Bienvenue à Grasse, ville des parfums, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, où nous a accueilli le tatoueur Tini, pour nous raconter comment s'est déroulé son quotidien durant le confinement et comment le salon s'est adapté à la crise. Moi je m'appelle Tini, du tattoo shop Tahiti Dream Tattoo. C'est une entité que j'ai créée il y a à peu près 2 ans. Avant j'étais en salon privé et le problème c'est que je commençais à avoir tellement de gens que je préférais passer en shop. Mon parcours, j'ai toute ma famille qui est à Tahiti. Alors pourquoi Tahiti Dream Tattoo? Voilà justement, j'ai toute ma famille qui est là-bas et j'ai appris à tatouer à Tahiti. En fait sur son île sœur qui est Moorea, qui est juste en face. Voilà, et j'ai appris à tatouer là-bas avec les techniques locales et après avec les nouvelles machines, avec le modernisme qui va avec. Et donc avant je faisais que du polynésien, donc tatou maori, voilà. Et d'ailleurs tout à l'heure cet après-midi c'est un tatou maori que je fais. Mais ce qu'il y a c'est qu'on venait me voir que pour ça et j'avais envie de faire tellement de choses différentes que du coup j'ai mis le haut là à tout ça et j'ai dit bon maintenant je veux plus faire du maori, je veux le faire que occasionnellement, mais par contre je veux faire plein d'autres choses. Voilà, alors moi je fais un petit peu de tout, mais actuellement ça fait plus d'1 an et demi parce que je fais énormément de conventions en France. Justement le Covid a eu un très gros impact parce qu'elles ont toutes été annulées, ou enfin plutôt reportées, et certaines ont carrément annulé, ils attendent 2021 pour voir s'ils peuvent refaire quelque chose. Donc moi je pars souvent, vous voyez, il y a des badges, j'en garde quelques-uns parce que des fois on a que des bracelets. Ma clientèle et mon style maintenant c'est plus je dirais de l'ornemental, où je tatoue, j'ai bien 95% de la clientèle qui est féminine et je fais beaucoup de tout ce qui est ornemental. Voilà, mandala, bijoux, ce genre de petites choses là. Voilà. Non, alors avant c'était celle-ci qui était un complément, mais le problème c'est qu'après j'arrivais pas à tout faire, donc j'ai opté pour vraiment ouvrir mon magasin et arrêter mon ancienne activité. Alors, arrêter oui bien sûr, obligé. On a eu, parce que moi je fais partie du SNAT, le syndicat national des artistes tatoueurs, et tout de suite dès qu'il y avait des modifications ou dès qu'il y avait quelque chose, des textes qui sortaient ou des accords ou autres, on était tout de suite informés. Donc nous, quasiment tout de suite on a été informés que de toute façon on allait fermer, puis après ils ont annoncé que de toute façon ils fermaient tous les petits commerces, voilà. Mais nous on savait déjà qu'on allait fermer. Donc oui, un impact le Covid en a eu bien sûr, parce que fermé pendant 2 mois. Il y a des gens qui viennent ici, dans ce shop là, malgré que ce soit tout petit et que ce soit à Grasse, il y a des gens qui viennent de la France entière pour se faire tatouer. Donc ma clientèle je l'ai. Et ils ont tous attendu que le Covid, que ce confinement soit fini pour me rappeler en me disant bah voilà, moi on est toujours là quoi. C'est pas qu'on est solidaire, mais c'est qu'on est attaché à ton travail, on est attaché à ta personne, donc du coup on viendra toujours. Donc au contraire, moi ça a reboosté parce que les gens sont restés pendant 2 mois enfermés à pas pouvoir faire grand chose, voilà. Donc derrière il y a eu une envie de se dire bah voilà, il faut que je profite de la vie parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait, et si j'ai envie de me faire un tatouage, je me fais un tatouage. Donc la porte n'arrête pas de se pousser, et puis j'ai beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de demandes. J'ai une page en pierre A4 là, de demandes de tatouage. Donc tout, voilà, moi ça n'a pas eu un gros impact. Ça n'a pas eu un très gros impact. J'essaye d'être le plus proche de mes clients. Je les fais participer entre guillemets à ma vie privée. Bon, à une certaine limite bien sûr, mais par exemple je travaille dans mon jardin, alors je leur expliquais, voilà, en ce moment je suis en train de faire ci, je suis en train de faire là, parce que j'ai ma femme qui me demande toujours de faire certaines choses, donc je dis ben voilà, je l'avais fait passer un peu pour mon geôlier, en disant bon voilà, il faut encore que j'aille construire ça, il faut que je monte une terrasse, il faut que je suive, voilà. Donc au contraire, j'ai toujours gardé ma page en activité, alors moins pour le tatouage bien sûr, mais plus dans la vie de tout le monde en fait, parce que tout le monde vivait un peu la même chose.
avec les contraintes, comme par exemple aller faire les courses, comment faire ses courses pour éviter d'être contaminé, quels sont les gestes, parce que nous, vu qu'on est obligatoirement, on passe le diplôme d'hygiène et salubrité, voilà, il y a certains gestes qu'on connaissait déjà sans problème. Et moi je sais que personnellement le Covid n'a pas changé grand chose, parce que le masque je l'ai toujours porté, je porte énormément de protection, donc ça moi ça n'a pas changé grand chose à ce niveau là. J'ai pas mal de mes collègues eux qui ne portaient pas le masque, bon ben voilà, maintenant il va falloir qu'ils s'y mettent. Voilà. Oui, parce que de toute façon tout est expliqué, dès qu'il y a quoi que ce soit, de toute façon moi j'ai aussi j'ai un protocole à faire signer, comme quoi ils sont bien informés de tout. J'ai mis à disposition les gels hydroalcooliques, j'ai aussi les surchaussures s'il y a besoin. Voilà. Là ici j'avais mis un sas de désinfection, où après dès qu'ils arrivaient, voilà. Et après moi j'avais poussé vraiment la barre beaucoup trop haut. Donc du coup je suis revenu un peu en arrière parce que maintenant je fais rentrer une personne par une personne. À l'intérieur c'est désinfecté, on garde les gestes barrières. De toute façon quoi qu'il arrive dès qu'ils rentrent ils ont le masque. Et moi de toute façon je porte le masque, je porte mes manchettes, donc vu que ça se transmet par l'air, j'ai pas grand risque. Pas grand chose. J'ai amélioré ce qu'il l'était déjà par rapport à beaucoup de mes confrères. Parce que par exemple on voit en convention, on va dire sur presque 200 tatoueurs en général, on est 5-6 à porter des masques. Voilà. Donc déjà ça pour moi ça n'a pas changé grand chose. Et après les manchettes, alors là c'est pire, c'est que je suis le seul. J'ai vu une fois une autre tatoueuse qui portait des manchettes. Et sinon moi je porte les manchettes au niveau des bras pour éviter les contacts et autres. Par contre je suis content parce que je vais pouvoir voir d'autres tatoueurs porter le masque. Et je trouve que c'est pas mal parce que le masque on le porte pas non plus que pour le Covid. C'est au niveau de santé. Il y a une chose à savoir, c'est que quand on fait un tatouage, qu'on appelle une effraction cutanée, il y a ce qu'on appelle des spores qui sont dans la peau qui se libèrent. Et quand je vois des tatoueurs qui sont en train de tatouer juste au-dessus de leur tatoueur, enfin du tatouage qu'ils sont en train de réaliser, et il y a tous les spores, ça se voit pas, mais ça rentre dans le nez, ça rentre de partout. Alors je me dis, portez un masque. Et donc là du coup ils vont être forcés de porter un masque, et ça je trouve ça pas mal pour leur santé. Moi ce qui marche beaucoup c'est le bouche à oreille. Bon alors les réseaux sociaux c'est une chose, mais c'est le bouche à oreille. Les gens que je tatoue reviennent, voient leur famille, ils sont interpellés dans la rue, ils m'envoient des gens, voilà, ça se fait en fait c'est le bouche à oreille qui se fait tout seul. Le tatouage, personne n'en a besoin. Alors on y revient parce que ça fait plaisir, mais c'est pas essentiel. C'est pas quelque chose d'utile. C'est juste un plaisir. Donc c'est éphémère, je trouve. Alors le tatouage en lui-même, lui, est à vie, mais après le métier est éphémère. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Voilà. À tout moment, en fait, ça peut s'arrêter. Voilà. Donc il faut anticiper tout ça, il faut anticiper en travaillant soi-même, en proposant quelque chose de pas d'irréprochable, parce qu'on est quand même des humains, mais essayer de s'en rapprocher au maximum et de se dire que demain ça peut s'arrêter. Voilà. Et le Covid a montré que pour beaucoup ça s'est arrêté. Alors au niveau du tatouage, ce que j'aimerais bien c'est que ça soit reconnu. Voilà. Que par exemple pour ouvrir un tattoo shop, on demande simplement l'hygiène et salubrité. Donc un plombier va passer l'hygiène et salubrité, il paye, il a l'hygiène et salubrité, il ouvre un tattoo shop. Donc ça il faudrait que ça change, il faudrait que ça soit reconnu comme métier et que quelqu'un qui veuille ouvrir prouve qu'il a déjà des capacités dans certains domaines comme le dessin, voilà. Donc ça serait bien que tout le monde, voilà, quand on ouvre un tattoo shop, qu'il n'y ait pas que l'hygiène et salubrité, que derrière il faille fournir un petit peu plus de bagages pour pouvoir ouvrir un shop. Que ce soit pas n'importe qui puisse ouvrir. Parce que malgré tout, nous, il y a ce qu'on appelle les scratchers, ceux qui font ça chez eux, au black. Donc voilà, eux déjà nous font énormément de mal. Parce qu'ils nous font du mal, parce que... Alors certains bossent très très bien, hein. Il y en a plein qui bossent très bien. Mais justement, ils bossent très bien, donc ils font de l'argent, mais eux n'ont rien à payer. Ils n'ont pas de charges, ils n'ont rien du tout. Alors que nous, malgré tout, on a des magasins, on a des loyers à payer, on a des charges, on a tout ça. Donc il faudrait que ça soit un petit peu plus réglementé, un peu plus contrôlé, pour que justement, il y ait... voilà. On dit c'est cher. Ok d'accord, le tatouage c'est cher. Alors par exemple, moi quelqu'un vient me voir, il me dit je voudrais un petit tatouage, tout ça, je lui dis ouais, par exemple c'est 130 €. Voilà. Ah mais c'est cher, d'accord. Mais alors ce que je vous fais là, c'est-à-dire ça coûte 130 €, mais vous allez le garder à vie. Par contre, quand vous allez tous les 6 mois faire l'entretien de la voiture et que vous payez 300 €, ça coûte combien? Et si vous allez tous les 15 jours ou 3 semaines faire les ongles, ça coûte combien à chaque fois? Ça coûte à minima 40 € pour se faire les ongles. Se faire épiler, c'est 25 € toutes les 3 semaines. 25 € toutes les 3 semaines sur une année. Et encore, je compte sur une année. Moi, c'est 120 € sur une vie. Comment ça se calcule?
Oui, quelque part, oui, parce que les gens ont été confinés pendant 2 mois et certains ont eu le manque en se disant tiens, bah, j'aimerais bien marquer ça, ou tiens, bah, j'ai failli perdre mes parents, j'aimerais bien avoir un tatouage représentant mes parents, ou voilà, ce genre de choses là. Donc oui, bien sûr, les gens ont réalisé que on était là, mais on pouvait ne plus être là, et rapidement en plus. Et que le Covid, malgré tout, on peut être jeune, mais il y a quand même eu des morts dans les jeunes, il y a dans tous les âges, donc voilà. Donc c'est éphémère. Donc on se dit, voilà, on est aussi ici pour des années, au maximum, mais c'est éphémère, on peut mourir dès demain. Donc il y en a qui, grâce au Covid, en fait, ou à cause du Covid, ont réalisé ça, ils se sont dit, bon bah tiens, j'aimerais bien marquer quelque chose, j'aimerais bien marquer ça, j'aimerais bien marquer cette personne, j'aimerais bien qu'elle soit ancrée en moi, et le garder comme ça, le jour où je pars avec. Et il est énorme. Il est énorme parce que maintenant tout le monde passe par les réseaux sociaux pour se renseigner. Alors c'est vrai qu'une page internet ça serait bien, mais l'interaction sur Facebook déjà est énorme parce que tout de suite on a des réactions. C'est-à-dire qu'on publie par exemple un tatouage, on voit si les gens aiment, les gens n'aiment pas, ce qu'il y a à dire. Ils n'hésitent pas à... Les gens, sous couvert qu'ils sont protégés derrière leur écran, en fait, ils se permettent de balancer tout ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai que quand nous on se met face à ça en fait. On est face aux gens, sans les voir, et en fait c'est un peu comme des juges. Et voilà, tiens, j'ai fait tel piège, j'ai tatoué, voilà ce que j'ai fait, donc je l'assume, c'est moi qui l'ai fait, maintenant on verra la réaction des gens. Voilà. Et derrière, on a les réactions. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux c'est énorme, parce que les gens nous contactent par les réseaux sociaux, nous envoient des messages, voient ce qu'on fait, voient les commentaires des gens. Par exemple sur Facebook, moi je laisse les avis, donc les gens peuvent aller consulter les avis pour voir un petit peu ce que je représente. Les gens se déplacent ici par exemple pour venir me voir, je leur dis le feeling est très important, mais je leur donne ma carte, je dis allez voir sur Facebook. Parce que sur Facebook en fait tout se dit. Il y a des gens qui sont venus même me voir ici, qui ont été sur Facebook mais pas sur ma page, et qui ont entendu parler de moi sur d'autres choses par exemple. Parce que maintenant vous vous mettez sur des groupes, par exemple Jeanne Grasse ou que fait-on à Grasse, voilà, et vous êtes des milliers à s'inscrire, et par exemple quelqu'un va dire je cherche un tatoueur, ou je cherche une tatoueuse. Et là, les gens vont dire il y a un tel là, il y a lui à Grasse, il y a l'autre en bas, voilà. Donc tout de suite, les réseaux sociaux, c'est énorme. Direction La Roquette-sur-Siagne, où se trouve Piste d'Azur, le centre régional des arts du cirque. Son directeur, Florent Faudella, nous parlera de la façon dont il a dû jongler et faire le funambule pour s'adapter aux challenges et contraintes de la crise sanitaire. Alors, je suis Florent Faudella, je suis directeur du Centre régional des arts du cirque Piste d'Azur, qui se trouve dans le pays de Grasse, à La Roquette-sur-Siagne. Je suis également président de la Fédération française des écoles de cirque, donc qui est une fédération qui regroupe à peu près 150 écoles, les 27 000 licenciés qui pratiquent les arts du cirque de manière régulière sur tout le territoire national. Alors, ça se joue sur 2 niveaux, je pense. Il y a le premier aspect, c'est un apprentissage artistique et un apprentissage moteur. C'est aussi un développement personnel de ses capacités physiques, de sa capacité à mettre son corps en jeu dans de l'action ou à mettre son corps en jeu face à un public. Donc on a cet apprentissage qui se fait par l'intermédiaire des activités de pratique de cirque. Et puis il y a aussi forcément tout l'aspect collectif et tout l'aspect social que l'on vient chercher en venant travailler avec un groupe, en étant aussi encadré par tout un encadrement et toute une atmosphère d'école qui fait qu'on est aussi content de retrouver ce groupe-là et cet univers-là au jour le jour. Non, on a énormément travaillé. Alors déjà, il y a une partie des élèves qui ont continué à travailler, qui sont pas venus sur site, mais qu'on a continué à encadrer à distance, en leur fournissant des programmes de travail, en faisant des entretiens téléphoniques avec eux pour connaître un peu leurs sensations. Donc ça, c'était pour tous les élèves de formation professionnelle, ceux qui se destinent vraiment à être artistes de cirque, donc les plus grands. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de travail pour réfléchir à l'après, réfléchir à déjà comment on survit à cette situation-là en tant que structure, et aussi comment on remet en place assez rapidement des activités, comment on réfléchit les activités et comment on fait en sorte de pouvoir reprendre au plus vite tout en gardant en tête ce risque épidémique. C'est beaucoup plus de contraintes dans l'organisation des activités.
notamment beaucoup plus de contraintes hygiéniques, c'est-à-dire beaucoup plus de temps de passer en nettoyage, en entretien du matériel entre chaque participant ou entre chaque groupe. Entretien des locaux également. Voilà, et puis c'est des activités qui sont aussi différentes. Pour l'instant, on limite toutes les activités de contact et il y a beaucoup d'activités dans le cirque où on est en contact. Portée acrobatique, ça se fait aussi dans le travail, dans la relation avec l'enseignant qui peut pas aider ou qui peut moins aider les élèves en les tenant, en les portant sur certains exercices difficiles. Donc là, on réadapte tranquillement. Il y a aussi pas mal de partage de matériel que de coup maintenant on évite au maximum ou on ne fait plus du tout. Donc voilà, ça limite quand même encore beaucoup les pratiques. Oui, alors on a fait, alors comme je disais tout à l'heure, il y a toute une partie des élèves, ceux qui sont en formation professionnelle, qui ont eu un suivi. Donc là, c'était plutôt eux qui créaient des vidéos pour pouvoir les montrer à leurs enseignants, qui puissent les corriger ou qui puissent donner leur avis sur leur travail. Après, on a sur toute la partie pratique amateur, on a essayé de garder un lien en publiant régulièrement sur les réseaux sociaux ou en envoyant par mail des vidéos ou des challenges ou des petites des activités manuelles aussi à réaliser en famille. Enfin voilà, essayer de garder le contact avec tous nos adhérents parce que c'est vrai que c'était difficile de rester éloigné comme ça et on voulait pas non plus perdre le contact sur toute la fin de saison, qui est pour nous une fin de saison généralement très active puisque c'est là qu'il y a toutes les spectacles de fin d'année, toutes les fêtes, vraiment la fête qui est vraiment un élément moteur de la dynamique de l'école. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'on puisse trouver des petites astuces pour pouvoir rester en contact et pouvoir garder la motivation auprès du plus grand nombre. Non, là, il n'y a eu aucune représentation de fin d'année. Ça n'a pas pu avoir lieu après, parce que de toute façon, le travail de préparation n'a pas pu avoir lieu. Il y a eu un manque d'entraînement évident de tous les pratiquants, donc de toute façon il aurait fallu se relancer dans l'activité, le temps de se relancer dans l'activité, de répéter, et voilà, on n'avait plus le temps de pouvoir faire ça. Et puis les contraintes d'organisation des spectacles sur la fin de la saison quand même restaient quand même assez importantes jusqu'à mi-juillet, et après mi-juillet c'était les vacances et on ne pouvait plus organiser de spectacle. Oui, sur certaines activités, il y en a pour lesquelles je trouve ça quand même un peu compliqué. Mais alors, c'était beaucoup plus dans la partie de formation, il y a quand même beaucoup d'enseignements théoriques. Et c'est vrai qu'on a découvert le e-learning à ce moment-là, dans la formation des jeunes, et que ça pourrait être une possibilité pour nous de dégager du temps présentiel sur le site pour développer plus de e-learning sur des parties théoriques, pour se renforcer beaucoup plus sur des activités pratiques en présentiel quand l'épidémie sera restreinte. Donc, ça nous a donné des pistes d'évolution. Par contre, on a remarqué vraiment que tout ce qui était pratique physique et pratique circassienne à distance, c'était vraiment compliqué en termes de motivation. Ça pose des questions de sécurité, donc on ne peut pas tout faire non plus. L'activité de cirque, c'est vraiment pour moi, ça correspond vraiment à ce que j'attends d'une activité physique. C'est-à-dire que ça a l'avantage d'être une activité où on peut se dépasser, où on peut essayer d'aller chercher des exploits, de l'excellence, tout en n'étant pas dans un aspect compétitif par rapport à l'autre, mais plutôt dans un aspect de partage, dans un aspect de montrer aux autres ce qu'on sait faire, plutôt que de dire aux autres qu'on est meilleur qu'eux. Et puis, tout ça dans une dimension où on va chercher de l'originalité, de la créativité, et qui nous permet en plus de cette dimension d'exploit physique, de pouvoir gagner en singularité, que chacun puisse s'exprimer à sa manière sur une piste ou sur une scène face à un public. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et également le fait que ça soit une activité où il y a énormément de techniques différentes entre la jonglerie, l'acrobatie. Ça fait appel à des particularités physiques ou à des aptitudes qui sont très différentes et où chacun peut s'y retrouver suivant son type de physique, ses qualités ou suivant ce qu'il préfère. Et donc, on a beaucoup de domaines sur lesquels on peut se retrouver dans les arts du cirque. Et donc, c'est vraiment riche également pour ça, pour pouvoir réunir le plus de monde possible. Cette sensation d'être tous ensemble au même endroit et de partager une même émotion,
quand on voit un artiste sur la piste ou des artistes sur la piste, c'est vraiment ça en fait. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas un souvenir en particulier d'un spectacle ou d'un moment, mais il y a vraiment plusieurs moments comme ça où on a l'impression d'être tous ensemble et de partager une même émotion à regarder un spectacle. Pour clore cette émission, nous sommes à présent à Nice, où nous avons en exclusivité rencontré Win, groupe de musique celte et scandinave dont les membres nous ont accueillis dans leur studio de répétition et partagé leur vécu du confinement et de la situation actuelle, et son impact sur leur art. Du coup, on s'appelle Win. On est un groupe, on va dire plutôt un collectif de musique traditionnelle, à tendance plutôt celtique et plutôt nord-européenne, bien qu'on fasse un peu de musique teintée, de musique russe, musique gypsy, tout ça. Le groupe a 2 ans, un an et demi, pratiquement 2 ans. En fait, un peu plus de 2 ans. Et d'activité, vraiment 1 an et demi. Voilà, c'est ça. En gros, on est 6. Au départ, on l'a créé à 2 avec le flûtiste. Et il y a eu, du coup, 6 personnes autour. Donc, on a Vincent, qui est contrebassiste, Johan, qui est guitariste. On a Elodie, qui n'est pas là, qui est violoniste. Pierre, qui est notre percussionniste, et qui n'est pas là non plus, et Giacomo, qui est notre flûtiste, qui, en l'occurrence, donc est un membre fondateur, mais qui va potentiellement s'éloigner un peu du groupe parce qu'il a été pris à Paris en conservatoire supérieur, du coup, c'est un peu compliqué. À la base, on est tous du conservatoire de Nice, et on est tous dans des classes différentes. Il y en a qui sont en classique, il y en a qui sont en jazz, en musique actuelle, et en fait, on est, pour certains, à l'université aussi en musicologie, enfin, on était, parce qu'on a fini maintenant. Et en fait, moi j'ai créé le groupe avec Giacomo, du coup le flûtiste, on était ensemble à la fac en fait, et on était au conservatoire aussi. Et un jour il est arrivé avec une flûte irlandaise et un tin whistle, et il a se mis à jouer. Et en fait, moi je suis allé le voir et je lui dis mais attends, mais ça, moi je joue ça depuis que je suis petit, tout ça, tu voudrais pas, on s'amuse, on crée un truc autour et tout. Et du coup j'ai demandé à Johan, parce que Johan aussi il a une grosse culture de ça, de ce genre, en gros du folk on va dire en général, du traditionnel. Donc on était tous les 3, on a joué, on était avec un prof notamment de la fac qui nous a aidés parce que lui il a bossé aussi dedans. Et après, progressivement, on s'est rendu compte que c'était bien si on avait un violon, si on avait une percu, machin, une contrebasse et tout, parce qu'en fait on voulait aller vers quelque chose d'un petit peu plus présentable et moins, intimiste, et un truc où on peut faire des vraies scènes et tout ça. Donc du coup, voilà, on a pris contrebasse Vincent, on a eu une autre violoniste avant, et qu'on a remplacé du coup, et pareil on avait un autre percussionniste qu'on a remplacé aussi, et du coup voilà. Mais en gros c'est que des gens du conservatoire, et parce que c'est plus facile, parce qu'en fait on peut répéter là-bas, parce qu'on se connaît très bien, et on est potes avant d'être collègues on va dire. L'année dernière, ou même l'été dernier, ou quoi, enfin je veux dire dans les saisons et tout ça, on va dire que au niveau des répètes c'est encore le cas, on essaye de faire au moins une par semaine. Même si des fois c'est ça, avec les aléas du truc ça marche pas là, ou quoi. En l'occurrence pour les examens on a mis sur pause, voilà. Parce qu'on a les examens du conservatoire bientôt. Et après, l'an dernier on a beaucoup joué, comment ça s'appelle ce bar Le Saint-Riquier, on a joué aussi au Groovin, à la Zombie. Ouais, en fait il y a eu vraiment une période où on faisait un concert par semaine en gros, voilà. Et après on joue dans la rue. Et on joue beaucoup dans la rue du coup maintenant, Ouais. à cause notamment des restrictions. Du coup, tout ce qui était live, on n'a pas fait parce que ouais, c'est un peu compliqué en fait. Pendant le confinement, c'est un peu difficile de faire du live parce que surtout qu'on n'habite pas tous au même endroit et qu'on peut pas non plus forcément sortir pour se retrouver ou quoi. Et qu'on n'a pas forcément tous le matos Ouais. pour pouvoir enregistrer de bonne qualité. Et... Tout à fait. Mais par contre, oui, non, après on s'est servi des réseaux sociaux dans le sens où on a continué à partager des infos, on a relayé les vidéos d'enregistrement qu'on a fait, des choses comme ça. Et par exemple, à la toute sortie du confinement, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé enregistrer un morceau avec des copains qui nous enregistrent beaucoup. Original Blend. Original Blend d'ailleurs, ouais. Big up. Big up à eux, c'est vrai. Ils sont des gens formidables et adorables et qui font un très bon travail.
Et du coup, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller... Enfin, première chose, je veux dire, avec ce groupe-là, c'est on a fait 2 répètes, on avait un morceau qui tournait bien depuis un moment, enfin, parmi toutes celles qu'on avait, quoi, mais on avait le compo qu'on avait vraiment envie d'enregistrer, et on l'a fait tout de suite, et du coup, on avait un peu teasé ça pendant le confinement et tout ça, en disant à la fin, potentiellement, il y aura peut-être une surprise quand on sortira et tout ça, mais voilà, rien de bien. C'était grosse déprime personnellement, le confinement, mais musicalement, j'ai essayé de tenir on va dire la cadence pour arriver à, on va dire frais devant mes amis musiciens. Donc, créativement parlant, c'était plus de mes projets de mon côté plutôt que Win en particulier. Voilà. Ça a été un peu mitigé, une période où rien foutre, une période où j'ai fait plein de choses et une période où j'ai dit mais en fait à quoi ça sert et puis voilà. Mais niveau créatif, oui, on va dire que c'était plus inspirant au niveau du choix de vie plus qu'au niveau musical. Ouais. Non, ça a été très, très inspirant parce que je pense que vous êtes d'accord sur le fait que je suis quelqu'un qui est vachement productif, on va dire, au niveau des compositions et des idées et de tout ça. Je suis pas d'accord, 4 morceaux par semaine. Non, mais c'est un peu ça. Et du coup, c'est une usine, c'est une machine à composition. Du coup, c'est vrai que moi, à la fois, ça m'embêtait parce que j'étais coupé. J'aime bien être avec les gens et partager ce que je fais et tout ça. Mais du coup, j'ai écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs pour tous les projets différents, que ce soit pour Win. On a un projet aussi tous les 3 avec une autre personne qui a un projet en français. Je sais pas, ouais, pendant les 2 mois du confinement, j'ai dû boucler 30 morceaux, quoi. C'est juste, ça m'a forcé à être tout seul et à m'occuper, en fait. Et du coup, à sortir des trucs et donc constamment à composer et puis à travailler l'instrument, la technique à côté et tout. Ah, alors, Win, c'est... En fait, globalement, ça veut dire ça se rattache à la rune, une vieille rune germanique qui s'appelle Winyo. Et cette rune-là, elle a ensuite été, donc c'était proto-germanique, quoi, donc plutôt du côté de l'Allemagne et tout ça, enfin de l'actuelle Allemagne. Et en fait, quand les Saxons ils sont arrivés en Angleterre, ils ont amené leur langage, et le langage runique, et du coup, le vieil anglais a été créé, et la rune Winyo s'est appelée Win, en fait. Et cette rune-là, c'est, d'ailleurs elle est ici, sur la cuisse, c'est la rune de... En gros, globalement, un peu Odin, enfin l'équivalent d'un Odin, donc Wotan. Et c'est la joie, la musique, mais au sens, c'est un peu le savoir en fait, quoi. C'est l'élévation de l'esprit et tout ça. Et voilà, j'aimais bien cette idée. C'est le partage. Et en vieil anglais, ça a aussi pris vraiment la signification de la joie au sens, de l'extase, quoi. Ouais. Quelque chose de vraiment. Et je trouve que ça colle bien au groupe parce que. C'est vraiment une musique d'extase, quoi. C'est une musique de plaisir où on se prend pas la tête à le jouer, c'est vraiment du lâcher prise, simple vraiment. Et on lâche prise tous autant ensemble, pour quoi. nous que pour le public. Ouais. Ne vous embarquez pas dans un statut d'intermittent du spectacle. C'est la merde. Simplement au fait que ce soit dans le monde artistique ou n'importe où, même d'un point de vue humain en général, ça nous rappelle simplement qu'il y a des choses qui peuvent arriver, dont on n'est absolument pas maître. Et surtout des choses qui, en fait, dont on a pu avoir à gérer par le passé, des choses comme ça, des crises comme ça, tu vois, de point de vue artistique, il y a eu des crises dans l'histoire, des trucs où voilà, ça marchait moins. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment ne pas prendre pour acquis quelque chose. Et je pense que il y a eu 2 conséquences. La première, c'est ça nous a forcé à trouver d'autres moyens. Et la deuxième chose, c'est justement ne pas en fait, être toujours sur l'idée que tout peut s'arrêter, partout.
Et de toute façon, c'est vrai, enfin, je veux dire, regarde, demain, je sais pas, on fait des travaux chez toi, Johan, et tu te coupes un doigt, tu vois, ou quoi, c'est ridicule, hein, mais je veux dire, c'est des trucs, ça arrive, bien sûr. et ça te bloque, bah, du coup, ça te change. Ah bah, ça te flingue un objectif Voilà. de vie. Et du coup, il faut juste être là et faire sa pratique, et je pense que justement, c'est la vivre à fond, en fait, qui est vachement bien. Et je sais que personnellement, j'ai beaucoup tendance à me projeter, à me dire, dans 2 ans, ce sera comme ça, dans 1 an, ce sera comme ça, et tout ça. Et maintenant, c'est plus la semaine prochaine, ça te répète là, on va faire ça, 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 ou ce concert-là, il va se passer ça, 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 ou on va jouer là, ici, tel endroit en France, gna, 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 Il gna. faut voir plus à court terme. Et ça va être bien. Et c'est pas, ah ouais, dans 1 an, Tweed ou Win ou je sais pas quoi, n'importe quel projet, là, ah ouais, dans ça, là, ce sera, on sera au moins en européen, ou dans 2 ans, on joue dans tel festival, ou dans machin. Des projections qui en plus n'ont rien de concret parce que ça se passe jamais comme ça en fait. Du spectacle. Ouais. Il y a des artistes qui ont quand même pu faire des concerts à Nice ou à Paris. Mais moi, déjà, je me considère comme privilégié. J'ai pu jouer, j'ai pu faire mon statut intermittent, refaire mon statut. J'étais plutôt privilégié là-dessus parce qu'on m'a appelé beaucoup. Moi personnellement, pour ma part, avec ce qui s'est passé, c'est ce qui m'a convaincu en fait de pas me lancer dans un statut d'intermittent. En fait, je l'avais entamé, j'ai été coupé en plein dans le processus, et du coup, je me suis dit non, mais en fait, ça m'a montré la vulnérabilité de ce statut et de me dire il faut que je trouve quelque chose d'autre qui me permette d'avoir vraiment une stabilité et en plus qui me permette de m'assurer quand même un avenir plus stable que ce que proposait ce statut-là, quoi. C'est déjà la fin de notre 3e numéro de Et toi l'artiste, le Corona t'en a fait quoi? La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de la jeune artiste peintre, Perrine, et de ses impressionnantes œuvres hautes en couleurs. Dans cette dernière émission, vous découvrirez également qui se cache derrière le projet et les émissions, avec la présentation en quelques questions des membres de la team Covid Art. Merci à tous et à la semaine prochaine.